Bonjour chers collègues, je m'appelle Yves-Marie Abraham, je suis professeur à HEC Montréal, professeur de sociologie et membre du CRISE. Aujourd'hui, je voulais tester avec vous une idée qui n'est pas encore bien claire dans ma tête. Je ne suis pas très content d'avoir à l'exposer dans une vidéo, mais on va jouer le jeu tout de même. Donc cette idée, elle est résumée par le titre en fait, que j'ai choisi finalement pour cette communication. Il n'y a pas de croissance juste. Alors, peut-être qu'il faut partir de ce que c'est que la croissance et surtout des promesses qui sont associées à l'idée de croissance pour lancer la discussion. C'est quoi ces promesses de la croissance économique ? On peut au moins en souligner 5. D'abord, l'élimination de la pauvreté absolue. Deuxième promesse, du travail pour tout le monde, donc un revenu monétaire pour tout le monde. Troisième promesse, la réduction des inégalités, tendanciellement, que ce soit au sein de nos sociétés et entre les sociétés. Quatrième promesse, une amélioration généralisée du bien-être dans nos sociétés, sans considérer évidemment que la croissance soit une condition suffisante, mais au moins une condition nécessaire de cette amélioration du bien-être. Et puis, cinquième promesse, essentielle aussi, un avenir meilleur, sur le plan matériel au moins, pour les générations futures. Alors, on peut opposer à ces promesses les constats que nous faisons actuellement. En dépit du fait que la croissance se poursuive, au moins à l'échelle mondiale, on assiste à une augmentation de la pauvreté extrême en valeur absolue. C'est vrai que pas en proportion, mais en valeur absolue, c'est le cas. Et puis, il y aurait évidemment plein de débats à avoir sur les chiffres qui nous sont donnés là-dessus, mais en valeur absolue, c'est clair que le nombre d'humains vivant dans une pauvreté extrême est en augmentation. Deuxième constat important, la croissance ne génère pas toujours d'emplois et encore moins des emplois de qualité. Troisième constat, majeur aussi, au moins pour ce qui concerne les pays du Nord global, les pays occidentaux, les pays les plus riches, la croissance n'est plus un facteur d'amélioration du bien-être. Il n'y a plus de corrélation entre nos indicateurs de bien-être et un indicateur comme celui du PIB par habitant. Quatrième constat, malgré la croissance, les inégalités de revenus et les inégalités environnementales augmentent partout, que ce soit là aussi au sein de nos pays ou entre nos pays de façon générale. Donc il faudra évidemment, ça c'est des choses que je documenterai, que je préciserai dans mon texte. Et enfin dernier constat, et non le moindre, on assiste également à une très probable dégradation des conditions d'existence des générations futures sur le plan écologique. On peut penser que ces conditions vont être beaucoup plus difficiles que celles que nous avons connues à notre arrivée ici-bas. Donc voilà pour le point de départ. Est-ce qu'on pourrait corriger tout ça en fait ? Est-ce que nous pourrions aller vers une croissance juste ? Ce qu'on peut constater, c'est que les luttes sociales et les luttes pour la justice environnementale visent essentiellement aujourd'hui une distribution plus juste des coûts et des bénéfices de la croissance économique. Autrement dit, une distribution qui soit conforme ou plus conforme aux responsabilités des uns et des autres vis-à-vis de ces coûts et bénéfices de cette course à la croissance. Le présupposé en fait de ces luttes est que la croissance économique pourrait être juste. Il s'agit simplement pour cela de mieux distribuer ses coûts et ses bénéfices en fonction des mérites de ceux qui produisent cette croissance. Donc, dans une logique assez classique de redistribution, pour reprendre un terme notamment qu'utilise Nancy Fraser pour aborder la question de la justice. Donc, dans cette perspective, la croissance est envisagée comme un jeu à somme positive, mais finalement une somme qui serait injustement ou mal distribuée. Alors, c'est pas mal cette idée que je veux questionner. La thèse que je voudrais défendre et surtout discuter, en fait, et essayer de clarifier avec vous, je voudrais que vous m'aidiez là-dessus, ne serait-ce qu'en débattant avec moi. De même qu'il n'y a jamais eu et il n'y aura sans doute jamais de découplage, pour reprendre un terme technique dont on parle beaucoup ces temps-ci, donc de même qu'il n'y a jamais eu de découplage et qu'il n'y aura sans doute jamais de découplage entre croissance économique et pression écologique des activités économiques,
De même, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de découplage entre croissance économique et injustice, hein, qu'elle soit sociale, environnementale ou animale, et aussi ajouter cette dimension qui n'était pas évoquée dans l'appel à la communication. Donc, de même qu'il n'y aura pas, très probablement pas de croissance verte, il n'y aura très probablement pas de croissance juste. Hein. Une redistribution juste des coûts et des bénéfices de la course à la croissance économique empêcherait en fait toute croissance. Elle mettrait un terme à la course à la croissance. Voilà la thèse que je veux défendre. Pourquoi cette redistribution ruinerait-elle la course à la croissance? La raison d'être de cette course, quand on en fait la généalogie, quand on essaie de comprendre comment elle s'est mise en place, on se rend compte que sa principale raison d'être, c'est de finalement contribuer à l'accumulation du capital. C'est une certaine façon de valoriser du capital, c'est un certain mode de circulation de l'argent comme capital, pour reprendre les termes classiques de Karl Marx. Et donc schématisé par le cercle AM', de l'argent accumulé dont on se sert pour produire des marchandises puis les vendre en espérant réaliser donc un profit, le prime qui s'ajoute au A initial. Donc la production et la vente de marchandises a pour finalité essentielle, fondamentale, l'accumulation d'argent. On pourrait là aussi débattre et amener un certain nombre d'arguments à l'appui de cette idée, on pourra le faire ensemble. Et donc, dans cette perspective, si les possesseurs du capital devaient assumer l'ensemble des coûts de production des marchandises qu'ils portent au marché, ils n'accumuleraient plus aucun argent. Et au bout du compte, in fine, ne lanceraient plus l'argent dans la circulation. Autrement dit, donc l'idée que je cherche à défendre et à explorer, c'est que le profit, le A', ou le prime du A, est conditionné par le fait de ne payer qu'une partie de la facture concernant la production de marchandises, donc qui permet ce profit. Sans possibilité de profit, c'est la fin de la course à la croissance. Alors, quels sont ces coûts non payés, hein, ces coûts non payés par ceux qui possèdent le capital et qui organisent la production de marchandises et la vente de marchandises. Ces coûts non payés, c'est d'abord le surtravail qui est extorqué aux salariés ou aux esclaves. Ce n'est pas une nouveauté du salariat, le surtravail. Donc, ce fameux temps de travail qui excède le temps de travail nécessaire à la reproduction de la force de travail, pour reprendre encore les termes de Marx. Donc en fait, c'est un temps de travail qui vient en plus du temps qui est tout simplement nécessaire pour satisfaire les principaux besoins du travailleur. Ça, c'est un premier coût, un coût en termes de travail non payé par le propriétaire du capital. Deuxième coût non payé, le travail de reproduction de la force de travail. Donc, là, on rejoint une critique féministe classique, notamment celle de Silvia Federici. Ce travail tout à fait essentiel, largement invisibilisé, le plus souvent non rémunéré ou au moins très mal rémunéré, et qui est pris en charge majoritairement par les femmes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui rend possible en fait ce fameux circuit AM', et qui n'est pas payé. Et troisième série de coûts non payés, ce que William Capp appelait les coûts sociaux de l'entreprise privée, des coûts sociaux et environnementaux indirects induits par la production de marchandises et transférés finalement à des tiers ou à la collectivité, que ce soit maintenant, ici et maintenant, ou que ce soit ailleurs et dans le futur. Ce qu'on appelle depuis, ce que les économistes orthodoxes ont appelé depuis des externalités négatives. Comment ces coûts sont évités? De façon très simple, en fait, là aussi très classique, il me semble. Tout ça vient du fait que les moyens de production, c'est-à-dire les moyens d'existence, ont été concentrés entre les mains d'une minorité. Alors, à l'aide de toutes sortes de stratégies, hein, on peut parler donc d'une accumulation par dépossession, avec toutes sortes de stratégies de dépossession, pour reprendre un terme utilisé par David Harvey. Stratégie, donc concentration des moyens de production qui confère aux intéressés un pouvoir décisif, hein, en fait un pouvoir même ultimement de vie ou de mort sur ceux qui n'ont plus que leur force de travail pour vivre. Alors cette accumulation par dépossession, elle rend possible notamment un premier rapport social central qui est le rapport salarial. Elle rend possible aussi ce fameux travail invisible, ce travail de reproduction dont j'ai parlé tout à l'heure, donc une forme particulière de rapport notamment entre hommes et femmes sous le capitalisme, et elle rend possible les échanges économiques et écologiques inégaux dont on fait de plus en plus souvent la critique aujourd'hui.
Et enfin, ces coûts sont évités aussi parce que ce jeu consiste à mettre en concurrence les joueurs les moins nantis, ceux qui n'ont pour vivre que leur force de travail. On les met en concurrence les uns contre les autres. Ils vont ainsi lutter les uns contre les autres pour capter les fruits de la croissance ou pour essayer d'esquiver certains de ces coûts, plutôt que contre le jeu lui-même qu'on les force à jouer. En fait. Ça aussi, c'est une des conditions de possibilité pour éviter ces coûts de production. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire pour se sortir de là Donc, ce que je voudrais souligner, c'est que l'injustice sociale et environnementale ne sont pas seulement la conséquence involontaire de la course à la croissance, l'espèce de défaillance passagère qu'on pourrait corriger. Elles en constituent l'une des conditions de possibilité. Entre la poursuite de la croissance et la recherche de justice, qu'on parle de justice sociale et environnementale, il est essentiel de combiner les deux. Il va donc falloir choisir. Si l'on opte pour la justice, il faut lutter en faveur d'une décroissance soutenable et conviviale. Telle est ma conviction et telle est la thèse que je soumets donc à la discussion. La feuille de route minimale d'une lutte en faveur de la décroissance, je la résume avec 3 propositions. Produire moins, partager plus, décider ensemble. Ça aussi, on pourra éventuellement en reparler. Peut-être de manière plus précise, pour affronter ces questions d'injustice sociale et environnementale dans une perspective de décroissance, je pense qu'il faut réactiver une lutte qui n'est pas nouvelle, mais qui a été pas mal oubliée. C'est une lutte contre la propriété privée, sous sa forme bourgeoise, comme dirait encore Marx, propriété privée dite lucrative, qui rend possible notamment l'accumulation illimitée. Il faut aussi réactiver une lutte contre le rapport salarial, y compris quand ce rapport évolue sous une forme déguisée comme celle du travail autonome aujourd'hui. Il faut réactiver une lutte aussi en faveur de la valorisation du travail de reproduction versus le travail de production. Et enfin, il faut activer une lutte dans les rapports entre les pays du Nord. Il s'agit en particulier de remettre en question les dettes réclamées aux pays du Sud et aussi les accords actuels dits de libre-échange qui permettent ces échanges économiques et écologiques inégaux. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à bientôt, le plaisir d'en discuter.